directement sur mon bureau où je vais créer un nouveau dossier, appelons-le DEM5, DEM5. Je vais Petite ouvrir Visual question. Studio. Ouais. C'est quand qu'on voit les expressions Razer? Ça va être plus tard dans la session? Ben, les expressions Razer, vous On en les a avez déjà déjà, vues. vous en Ouais, avez mais déjà. mais tu sais, quand Donc, on créait là, le projet, puis que ça crée déjà un HTML en expression Razer, on effaçait tout, puis on mettait notre propre code. C'est quand qu'on va commencer à ben, déchiffrer c'est ça? ça qu'on apprend à faire avec, avec la classe HTML aujourd'hui. OK, ah, cool. OK, parfait. Donc, et les expressions Razer, encore une fois, c'est un autre sujet qui est vaste. Donc, je vais montrer ce qu'on a besoin de savoir au fur et à mesure qu'on en a besoin. Parce que Ah, juste les montrer pour le montrer, ça devient plate, sans contexte. Hein. il n'y a pas Alors que trop. quand on les utilise pour créer quelque chose, ça parle plus. C'est Donc, Guido. J'étais juste curieux. je vais créer un nouveau projet. C'est bon. Tu te Excusez-moi, je perds rappelles-tu un... de Vincent, Fernand? Oui, Tu sais, Vincent Vincent? Camille. Ouais, ouais. Ben, c'est ça, Vincent Camille, en ce moment, il s'est pogné une job, puis il travaille en ASP.NET Core, puis il Ouais, on m'en parle communique pas assez mal. souvent. On communique assez Ouais, souvent sur nos affaires. c'est ça, puis il me disait justement que c'est super utilisé, là. C'est pour ça que je te posais la disait, question. il disait qu'il faut bien écouter dans mes cours parce que c'est difficile. C'est bon. C'est bon. Donc, je vais choisir un projet ASP.NET, encore une fois. Donc, Next. Je vais laisser le nom par défaut. Je vais juste pointer sur mon dossier sur mon bureau comme d'habitude. Juste ici. Et on va le créer. Donc, empty, MVC, create. Euh, Encore important de le noter, je démarre dans un projet MVC, sauf que tout ce que je vous montre en termes d'accès aux bases de données, que ce soit en ADO.NET, que ce soit en Link2SQL ou plus tard en Entity Framework, c'est tout aussi valide en ASP Webform. C'est juste que l'endroit où on va mettre notre code va différer. Vous savez qu'en ASP Webform, vous auriez mis ça dans une des méthodes de votre classe dans le fichier aspx.cs, alors qu'ici, en ASP MVC, on va mettre notre code dans une action du contrôleur. Sinon, tout le reste est pareil. OK. Donc, j'ai ouvert Visual Studio, mais en même temps, je vais en profiter. Je vais ouvrir aussi notre... Oups, qu'est-ce qui se passe? SQL. Je vais ouvrir aussi notre fameux logiciel qu'on a commencé à apprivoiser au dernier cours, qui est Microsoft SQL Server Management Studio, donc qui nous permet d'administrer nos bases de données euh, de manière, disons, plus complète que simplement les petites vues et les petites fonctionnalités qu'on a à l'intérieur de Visual Studio. Je vais Donc, avoir, je vais le laisser démarrer. je vais Oui, avoir une François? question, Fernand, sur SQL Server. Je vais avoir une question par rapport à ça. OK. Donc, ce n'est pas SQL Server, attention. C'est Excuse-moi. SQL Server C'est un Management. malaise. Donc, c'est juste un logiciel qui s'interface avec le serveur de base de XP. données et qui permet de le manipuler graphiquement au lieu d'écrire des requêtes à la main. J'ai tenté de faire un enregistrement de backup de ma base de données, je n'ai pas été capable. OK, je vais vous montrer comment faire ça. Je n'ai pas couvert, j'ai pas couvert encore. Mais je vais vous montrer comment faire ça. Je le prends en note, là, je vais rentrer ça dans mon plan de match aujourd'hui. Donc, ce logiciel peut nous permettre de nous connecter à n'importe quelle base de données qui roule sur n'importe quel serveur de base de données SQL Server. Encore faut-il donner le nom du serveur et le chemin du serveur. Donc, on l'a expliqué la semaine dernière, quand vous installez Visual Studio sur votre ordinateur, il y a un serveur web qui s'installe, c'est IIS, mais il y a un serveur de base de données qui s'installe aussi, c'est SQL Server. Et dépendamment de la version de Visual Studio que vous installez, le nom du serveur va changer. Mais normalement, vous avez tous commencé votre formation à peu près à la même session, donc vous avez tous la même version de Visual Studio. Le nom de vos serveurs devrait tous être localDB/MSSQL localDB. Donc, on fait connect et
SQL Server Management Studio va se connecter à l'instance de SQL Server qui est sur mon ordinateur. Et si on regarde juste ici, on voit la base de données qu'on a créée ensemble au dernier cours qui contenait 2 tables. Ben, c'est normal. Elle n'a pas été créée dans mon projet ASP. Elle a été créée sur le serveur. Donc, quand je rouvre le serveur, ma base de données est toujours là. C'est normal. Donc, on avait la table étudiant dans laquelle on avait un enregistrement, mais je l'ai effacé un peu plus tôt, cet enregistrement-là, quand je faisais mes petits tests pour la démo de ce matin. Donc, c'est pas grave, puisqu'on va revoir les opérations CRUD. On va insérer dans cette table tout à l'heure. Et on avait la table cours qui, elle, contenait 2 enregistrements. Dans mes tests ce matin, j'en ai rajouté un 3e. Mais bref, on a notre base de données. Ça va? Donc, je vais minimiser ça pour l'instant. Et dans mon projet ASP, avant de créer un modèle, un contrôleur ou quoi que ce soit, je vais demander à Visual Studio de se connecter à ma base de données. Donc, ce n'est pas mon code C# qui se connecte à ma base de données, c'est Visual Studio tout simplement qui est connecté. Donc, on va faire ça comment? On va aller dans les outils, ici, dans les tools. On va aller dans Connect to Database. Et dans Connect to Database, je vais le rementionner encore. La session dernière, vous étiez ici, donc vous utilisez des fichiers de base de données SQL qui étaient stockés dans AppData. Cette session, on veut créer nos bases de données directement sur le serveur. Et je ne l'ai pas vraiment détaillé la semaine dernière, mais regardez, Oracle, ça va, juste ici. Donc, vous avez déjà travaillé avec MySQL et Oracle, si je ne me trompe pas, dans vos cours de base de données précédents. Donc, si vous vouliez, à partir d'une application C#, interagir avec Oracle, on viendrait sélectionner ce provider-ci. Et on utiliserait les mêmes classes qu'on connaît déjà en ADO, par exemple, mais elles seraient override. Bref, revenons à nos moutons. Je m'assure que c'est ceci qui est sélectionné pour ne pas avoir à le faire chaque fois. Mais ici, sélectionner bel et bien SQL Server et cliquer House Use This Selection. Parce que pour le reste de la session, c'est ça qu'on va faire. On va créer nos bases de données sur le serveur et non localement dans notre projet. Donc, autant le fixer une bonne fois pour toutes. On fait OK. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, je n'aurai pas besoin de revenir dans Change. Ça va être cette option ici qui va être là par défaut. Je vais donner le nom du serveur. Donc, on a dit que c'était local db backslash. J'ai dit backslash et non slash. Et voilà, le désordre a commencé. Backslash, mon clavier a changé. Backslash, super. Donc, backslash MSSQL local db. Donc, je voulais copier, si je me rappelle bien, dans la fenêtre de chat la semaine dernière. Et comme je suis connu pour ma gentillesse, je vais le recopier encore une fois. Une seconde. C'est fait. C'est recopié encore une fois. Donc, je vais faire un petit refresh. Et ce que le logiciel fait, ben, c'est qu'il cherche à se connecter à mon serveur de base de données et aller récupérer le nom de toutes les bases de données qui existent présentement sur ce serveur. Donc, ça ne devrait pas être trop long, évidemment, dépendamment de la puissance, de la vitesse de votre machine. Là, mon serveur de base de données est local sur mon ordinateur, donc ça ne devrait pas être trop long, mais je pourrais pointer un serveur de base de données SQL Server qui se trouve au Pérou, en Chine, en Australie. Ça pourrait prendre un peu plus de temps. Là. Ça va? Donc, attendez un peu. Remarquez, j'aurais dû faire ça avant, mais je voulais vous remontrer la procédure. Donc, une fois que la fenêtre qui me dit qu'il cherche le serveur se dissipe, ben, on voit ici qu'il a chargé toutes les bases de données qui sont sur mon serveur. Et donc, celle qui va nous intéresser, celle de la semaine dernière, c'est TotoDB. Donc, je clique dessus, je peux tester la connexion. En fait, je vous encourage à tester la connexion. Ça vous assure que tout fonctionne bien.
Parce que si on fait OK et nos requêtes ne marchent pas après, est-ce que c'est nos requêtes qui sont mal écrites ou est-ce que dès le départ, on avait un problème de connexion? Donc, tout est bon, on fait OK. Et donc, dans mon arborescence de serveur ici, dans mon Server Explorer, donc, je vois que j'ai bel et bien cours et j'ai bel et bien étudiant. Donc, on pourrait aller ici, voyons, Show Table Data pour voir, faisons-le, voir les cours qui sont présentement dans notre base de données. Et voilà, voici les cours qui sont présentement dans notre base de données. Donc, c'est les mêmes cours que j'ai ici que je vois dans SQL Server Management Studio. Donc, j'ai ma base de données et donc, passons à la prochaine étape. Je vais créer une classe Link to SQL parce que ma classe Link to SQL, c'est ça qu'on va utiliser dans le Sprint 2 pour interagir avec notre base de données. Et je veux m'assurer que tout le monde maîtrise les opérations CRUD dans Link to SQL avant de procéder avec le reste de nos apprentissages cette session. Donc, je vais venir sur mon contrôleur. Je vais me créer directement un nouveau contrôleur parce que notre classe Link to SQL, on va l'exploiter à l'intérieur de ce contrôleur. Donc, je prends le empty. Je ne vais pas le renommer. Ce n'est pas nécessaire pour ma démo. Juste une mini question. Les cours que tu as là présentement, tu les as juste addés randomly ou c'est que tu as fait des tests récemment? Les deux premiers, on les a ajoutés ensemble la semaine dernière. Ça va? Directement dans la base de données? Oui, on les a rajoutés à la main dans la base de données. Et le troisième, je faisais des tests ce matin, mais je l'ai ajouté avec une requête Link. OK. Donc, on va refaire, juste une seconde, on va refaire des inserts, des updates, des deletes aujourd'hui. Oui, ça j'avais compris. Mais en fait, c'est pour le Sprint 2. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que pour le Sprint 2, on va être obligé de... Parce que veux pas, j'imagine qu'il y a une partie du Sprint, un moment donné, ça va être l'admin qui va rajouter des cours. Fait que j'imagine que le CRUD, on va le faire. Mais pour ce qui est du Sprint 2, où ce que le membre se log et se rend sur la page Home, avec les cours qui sont là, j'imagine que ces cours-là vont être addés manuellement dans la base de données. On n'aura pas besoin de faire un Pour create. l'instant, pour faire des tests, on va en rajouter quelques-uns dans la base de données. Mais effectivement, si on regarde sur Teams, sur le canal du projet, on voit qu'il y a des fonctionnalités étudiants, puis il y a des fonctionnalités admin. Les admins étant les enseignants. Une des fonctionnalités admin, c'est d'être en mesure de créer un cours, d'administrer un cours, de modifier un cours. Donc, oui, éventuellement, ça s'en vient. Mais c'est monté exprès comme ça pour vous apprendre à développer de manière itérative. Donc, tout va s'emboîter. C'est planifié pour. Donc, j'ai mon contrôleur. J'ai créé mon contrôleur parce que c'est dans ce contrôleur que j'ai l'intention d'exploiter la fameuse classe Link to SQL que je vais créer dans quelques secondes. Et pendant qu'on y est, je vais tout de suite créer une vue. Donc, une vue sans layout, sans modèle pour l'instant. Parfait. Donc, allons-y. Comment est-ce qu'on crée une classe Link to SQL? Donc, je vais aller ici sur mon projet et non sur ma solution, mais bien sur le projet lui-même. Ça va. Bouton droit, Add, New Item. Et évidemment, j'ai probablement plus de choses que vous ici dans mon arborescence. J'ai du Xamarin, par exemple, qui me permet de faire du développement d'applications mobiles sur iOS et sur Android, mais en C#. Donc, quelque chose que vous allez faire pour ceux qui sont concernés en développement d'applications mobiles 3 en 5e session. Et bon, toutes sortes d'autres librairies que vous n'utilisez pas présentement. Mais normalement, vous devriez tous avoir le dossier data. Si vous avez coché le composant individuel Link to SQL que je vous ai fait cocher en début de session, donc on devrait avoir ceci, Link to SQL. Normalement, vous devriez tous déjà savoir comment arriver ici, puisque ce que vous avez fait la session dernière, c'est vous rendre ici et sélectionner SQL Server Database pour créer votre fichier de base de données SQL qui apparaissait dans AppData.
Donc, on ne devrait pas avoir de misère à se rendre ici. C'est juste qu'on va choisir aujourd'hui Link2SQL au lieu de choisir SQL Server. Donc, moi, je vais appeler ça, je vais l'appeler Toto Gateway. Donc, gateway en anglais, ça veut dire quoi? C'est un chemin, ça va? C'est un chemin, une ouverture vers. Pourquoi? Parce que ma classe Link2SQL, ben, ça va être un intermédiaire, un traducteur, un tampon entre mon application et la base de données. Donc, le chemin qui va m'amener vers ma base de données Toto. C'est pour ça que je l'ai amené comme ça, mais on peut bien l'appeler comme on veut. Donc, je fais Add. Et là, Visual Studio travaille pour moi. Visual Studio va me créer un environnement graphique. Parfait. Et à l'intérieur de cet environnement graphique, je peux venir sélectionner les tables que je veux être en mesure de manipuler à travers ma classe Link2SQL. Donc, je vais venir chercher la table cours. Je vais la placer ici. Je vais venir chercher, et remarquez, hein, la table cours ici avait un S et ça a créé cours sans S. La table étudiant a un S, je vais la placer ici, ben, ça a créé étudiant sans S. Quand on va faire du Entity Framework, on va comprendre pourquoi est-ce que le S disparaît et pourquoi est-ce que ben, le S réapparaît quand on est en train d'écrire notre code Link2SQL pour manipuler. En fait, le Link2SQL et le Entity Framework, c'est très, très relié. Mais bref, j'y reviendrai en temps et lieu. Donc, dans ma base de données, il n'y avait pas de relation entre ces deux tables. S'il y avait des relations entre ces deux tables, ben, on les verrait ici. C'est ce qu'on appelle des propriétés de navigation. Vous avez parlé des propriétés de navigation la session dernière? Oui, non, peut-être? Qu'est-ce que tu as dit, excuse-moi? Une propriété de navigation dans une classe Link2SQL, c'est la manière de représenter une relation. Vous avez vu les propriétés de navigation la session dernière? Nike Steve, non. Donc, juste un oui ou un non, ça aurait suffi. Donc, on y reviendra, puisque dans la démo juste ici, ben, j'en ai pas de relation dans ma base de données. Donc, je ne peux pas faire apparaître des propriétés de navigation ici. Donc, on fera un autre exemple dans lequel on aura une base de données avec des tables qui ont des relations pour que je puisse vous les montrer. Mais bref, une propriété de navigation, ça représente dans une classe Link2SQL une relation entre deux tables ou deux objets. Ce qui est important de retenir surtout, c'est que quand je fais du drag and drop ici, quand je prends la table cours et je la glisse dans mon fichier DBML pour Database Model, donc on est en train, un modèle c'est quoi en ASP.MVC? Un modèle c'est une classe. Donc Visual Studio est en train de scanner la table cours et me génère un objet cours, une classe cours. Et d'ailleurs, si je regarde dans mon arborescence de projet, juste ici, je vais l'éclater. Donnez-moi 2 secondes. Oh, commence à avoir beaucoup de choses dans mon projet. Ok, je vais y revenir, je vais vous les montrer tout à l'heure, je ne vais pas vous mélanger. Mais donc, tout ce que je drag à l'intérieur de mon espace de travail ici, ça devient une classe qui a été générée automatiquement pour moi. Donc, on a un avantage ici par rapport au ADO.NET, parce qu'avec le ADO.NET, on aurait dû créer nous-mêmes la classe cours et la classe étudiant pour être capable de stocker dans des tableaux, dans des array lists de cours ou des array lists d'étudiants, l'information qu'on récupère de la base de données. Donc, ma classe Link2SQL, elle est créée. Et rappelez-vous, je l'ai appelée comment? Je l'ai appelée Toto Gateway. Donc, ce que Visual Studio va faire, c'est que ma classe, les classes Link2SQL héritent d'un parent qui s'appelle DBContext. Et qu'on fera du Entity Framework, on devra créer une classe qui hérite de DBContext et override des méthodes à l'intérieur. Mais, encore une fois, on y arrivera en temps et lieu.
Donc, ce que Visual Studio va faire pour moi, c'est que la classe IntoSQL que moi j'ai nommée Toto Gateway, je vais y avoir accès comment? À travers un type de données qui va être Toto Gateway Data Context ou DB Context. Donc, regardez bien, je vais m'en aller dans le contrôleur et juste ici, je vais déclarer un private, regardez. Donc, Toto Gateway Data Context. Je n'ai jamais écrit Data Context. Ça a été rajouté automatiquement par Visual Studio pour me signifier qu'une classe IntoSQL hérite de ce fameux parent. Donc, toutes les méthodes qu'on va exploiter pour faire nos opérations CRUD, je donne un exemple, insert, unsubmit, delete, unsubmit, etc., etc., on les hérite tous de la classe parent data context et on peut les override si on veut, ce qu'on apprendra à faire un peu plus tard dans la session. Donc, je vais nommer ça DB. Pourquoi? Parce que cet objet-ci que je viens de créer représente quoi? Représente une session d'interaction avec la base de données. Donc, j'ai ma classe. Oui, Simon. Pourquoi est-ce que tu vas pas écrire égal new Toto Gateway Data Context? En orienté objet, le constructeur, ça sert à initialiser un objet. Ça va? Je ne suis pas en train de l'initialiser, je suis en train de le déclarer pour qu'il soit accessible partout à l'intérieur de ma classe. J'aurais pu mettre égal new ici, mais c'est une mauvaise pratique de programmation. On déclare nos attributs globaux et on les initialise dans le constructeur ou dans un getter ou dans une fonction. OK, fait que quand tu es rendu plus bas puis que tu es rendu à l'initialiser, c'est là que tu vas écrire private Toto Gateway Data Context DB égale new. Tu vas comme le réinitialiser. Je ne vais pas refaire private, je ne vais pas en redéclarer un autre. Je vais faire this.db this.db ou db égale new, etc., etc. OK, parce que moi, j'ai la mauvaise habitude de toujours le faire en haut. Tu as sûrement remarqué. Là. Fait que je me demandais pourquoi tu faisais ça. Fait que c'est mieux de le déclarer. Et vous le voyez d'ailleurs qu'on fait les diagrammes de classe. Donc, on déclare les variables dans la section des attributs de la classe. Et un constructeur, ça sert à quoi? Ça sert à donner une valeur de départ aux attributs de ta classe. Donc, c'est dans le constructeur qu'on initialise. Ça va? Donc, ici, on va initialiser dans l'action où j'en ai besoin de mon objet. Good? Oui, c'est good. Excuse-moi, je t'ai mute. Merci. Donc, ma variable DB va me permettre d'interagir avec la base de données. Super. Mais quand j'interagis avec la base de données, on sait tous que tout peut bien se passer, comme il peut y avoir des explosions. Et quand je dis explosion, je parle d'exceptions qui vont être lancées. Donc, je pourrais mettre ça dans un bloc try-catch, c'est ce que j'ai l'habitude de faire, mais je vais profiter ici pour vous montrer une autre technique. Donc, un bloc try-catch. Donc, dans le try, on met le code qu'on essaie d'exécuter. Dans le catch, on attrape l'exception et on la traite. Et dans le finally, on met ce qui doit être fait, peu importe s'il y a une erreur ou pas. En IDEO.net, dans le finally, qu'est-ce qu'on faisait? On fermait la connexion. Donc, moi, je veux m'assurer que quand j'ai fini d'utiliser mon objet de type DB, la connexion soit fermée automatiquement ou que cette variable-là soit détruite. Donc, on peut utiliser un mot-clé C# ou un bloc qu'on appelle un bloc using. Et ça ne marche pas seulement web, ça marche en desktop aussi. Donc, je vais utiliser les deux techniques aujourd'hui, le using, mais aussi le try-catch, juste pour vous montrer les deux. Et quand on utilise la classe HTML Helper, on utilise beaucoup le bloc using dans les vues. Donc, c'est une autre excuse pour commencer à vous le présenter ici aussi. Donc, allons-y. Donc, using, on voit que c'est en bleu, donc c'est un mot-clé du langage. Et je vais ouvrir des accolades. Je vais essayer d'ouvrir des accolades si mon ordinateur veut coopérer. Donc, juste ici. Allez. Ah, voilà, parfait. Donc, à l'intérieur des accolades qui se trouvent ici, ben, la variable que je vais déclarer ou initialiser ici
ben, va être accessible seulement à l'intérieur de mon bloc. Donc, je vais faire ça. Vous savez quoi? Je vais commencer avec la manière que vous connaissez et ensuite, je vais vous montrer la variante pour ne pas vous mélanger. Donc, allons-y comme ceci. Donc, this.db égale new. Donc, TotoDB data context. Ça va? Donc, j'ai initialisé ma fameuse variable et j'ai dit DB. Donc, j'ai initialisé ma fameuse variable. Maintenant, puisque mes opérations CRUD peuvent réussir ou échouer, ben, je vais me protéger tout de suite. Je vais mettre ça dans un bloc try-catch. Donc, voici mon try, comme ceci, et voici mon catch. Donc, avec exception de X, je vais juste changer mon clavier parce que ça me dérange un peu. Okay. Comme ceci. Parfait. Et on va gérer l'exception s'il y en a après. Okay. Donc, on veut être capable de faire des selects, on veut être capable de faire des inserts, on veut être capable de faire des updates, on veut être capable de faire des deletes. Ça va? Donc, on a déjà de l'information dans la table cours. Donc, commençons donc avec la table cours pour réviser comment est-ce qu'on faisait des selects en Link2SQL avec ce que j'aime bien appeler le reverse Link2SQL. Et ensuite, ben, je vais vous montrer la syntaxe sur les selects avec les expressions lambda. C'est bon pour tout le monde? Donc, dans ma table cours, donc j'ai 3 cours présentement. Okay. Donc, si je veux tout simplement récupérer tous les cours, okay, je peux faire ceci et je vais vous montrer différentes variables. Si je fais var res pour mon résultat, égal, donc, from, j'invente un nom de variable dummy, disons C, parce que c'est des cours, in, db point. Quand je fais db point, ben regardez, j'ai cours avec un S ici. Laissez-moi descendre dessus quelques secondes. Ça me retourne une table d'objets courts. Tout le monde voit ce qui s'est passé ici? Donc, c'est un getter qui me retourne quoi? Qui me retourne une table d'objets courts. Donc, il y a une requête qui va être exécutée sur la base de données, que ce n'est pas moi qui ai écrit, qui est générée automatiquement, et ça me retourne un objet, ça me retourne une table qui est une espèce de collection, et dans chaque rangée de cette table, de cette collection, on va avoir un objet de type court. Mais je n'ai jamais créé le type de données court, moi. C'est la classe Link2SQL qui l'a fait. Quand j'ai pris la table cours avec un S et que je l'ai drag and drop dans mon fichier DBML, ça a généré la classe cours. Ça va pour tout le monde jusque-là? Donc, j'ai cours, mais si je voulais, je pourrais aussi fouiller dans étudiant. Ça va? Donc, tout ce que j'ai drag and drop de ma base de données vers mon fichier DBML, ben, il y a des propriétés, des getters qui ont été générés qui me permettent de fouiller dans les tables correspondantes. Donc, continuons avec les cours. Donc, point cours, select C. Donc, c'est probablement quelque chose comme ceci que vous avez appris à faire la session dernière. Je me trompe, j'ai raison, avant que je poursuive, ça va? Donc, ça, tout le monde est familier avec ce que je viens d'écrire. Donc, ça dit quoi? La variable dummy qui est ici, c'est un peu comme la variable element qu'on utilise dans une boucle for each. Ça va? Pour chaque élément de type court à l'intérieur de mon tableau, de mon array list, fait X. Donc, ici, on dit pour chaque cours que tu vas récupérer dans ma table de cours, mets-le dans la variable C et retourne-moi tout ce qu'il y a dans la variable C à l'intérieur de res.
Donc, là, ce que je vous demande, c'est avant que je mette mon curseur dessus, sur la variable res, de quel type va être res? J'ai mis var res, mais res, là, c'est un type de données en particulier. Ça va être quel type de données, ça? L'objet, je pense. Objet. Bon, c'est sûr que c'est un objet, on est en C#. Je comprends pas ta question, Fernand. Donc, si je fais ça, si je fais int i égale 34 et que je viens mettre, c'est un c'est un int. integer. Si Non, je je veux dire, fais, le res, c'est un string. non, si je fais var d égale 45, vous remarquez que Visual Studio, il n'est pas fâché là présentement. Je mets ma souris ici, ça reconnaît que c'est un int. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est le mot var. Qu'est-ce qu'il fait en C#? C'est pas comme en JavaScript où je mets var et ça crée une variable qui peut accepter n'importe quelle valeur. Le mot var, il fait quoi? Le mot var, il inspecte ce qu'il y a du côté droit du égal et c'est comme un cast. Ça caste cette variable-ci en le bon type. Si je mets un integer ici, D va être de type integer. Si je mets plutôt une string ici, D est de type string. Donc, ma question est la suivante. Sans le faire sur votre ordinateur, si je me rends à la ligne 21, ça va, et que je mets mon curseur sur la variable res juste ici, quel est le type de données que Visual Studio va m'indiquer? C'est une donnée qui provient de ta table. Fait que c'est la ligne de ta table que tu vas avoir. Exact, c'est ça. C'est pas un type de données, la ligne que je vais avoir. Mais c'est quoi que tu as dans ta table? Quand on fait une requête link to SQL, c'est quoi le type de données qui nous est retourné? On l'a dit tout à l'heure en début de cours. Pourquoi cette question-là elle est importante? C'est que le résultat de cette requête, ça va vous retourner plusieurs cours, ça va, dans une espèce de tableau. Si moi, je veux afficher ces cours-là dans une vue, dans un fichier .cshtml, je vais devoir déclarer le bon modèle en haut de mon fichier .cshtml. Et pour déclarer le bon modèle, ben, il faudrait que je sache c'est quoi le type de données de cette classe-là, de ce modèle. Donc, c'est important de savoir ce qu'on fait. Quand on fait une requête link to object, c'est un ITerable qui va nous être retourné. Quand on fait une requête link to SQL, c'est un iQueryable qui va nous être retourné. Regardez bien. Tout le monde voit ce qu'il y a à l'écran. iQueryable cool. Et tout ce qui commence par un I majuscule en C# est une interface. On a déjà parlé de... Bon. Certains ici ont déjà entendu parler d'interface. Je ne sais pas si tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on va couvrir de toute façon cette session-ci. Donc, il y a une interface qui existe en C# qui s'appelle iQueryable, qui contient des méthodes abstraites. Et donc, ces méthodes abstraites-là nous permettent de nous assurer que ce qui nous est retourné, un iQueryable de cours, un iQueryable, là, c'est un peu comme une liste ou une array list. C'est une collection qui est dynamique. Je peux rajouter des éléments à l'intérieur, je peux enlever des éléments, je peux lui demander est-ce qu'un élément en particulier se trouve à l'intérieur, etc., etc. Donc, fait qu'en gros, res, ça devient comme une liste. C'est une liste. Fait que tu pourrais rajouter du stock autant que tu veux, puis ça va être dynamique, ils vont en rajouter tout de suite après. Fait que dans le fond, c'est pour ça que si on ferait un insert, ça va fonctionner, c'est ça? C'est ça. Mais si je viens ici, par exemple, et que je mets res, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que le résultat de ma requête, ça va, que là, pourquoi ça met du rouge? C'est parce que c'est déclaré dans le try. Ça va? Donc, en étant déclaré dans le try, c'est une variable locale, on ne le voit pas ici. Je vais régler ça assez rapidement. Mais pourquoi tu dis return view et non juste return res? Parce que return res, tu vas retourner res à qui? On est en ASP-MVC. Une action, ça retourne de l'information au fichier .ch/html. Donc, si j'écris ça, je suis en train de dire que je vais envoyer quoi comme modèle à ma vue?
je vais envoyer un iQueryable court. Mais si je ne sais pas c'est quoi le type de données, qu'est-ce que vous voulez que je vienne déclarer dans ma vue, ça ne va jamais marcher. Vous comprenez pourquoi je vous ai posé cette question? On fait oui ou non, parce que ça va dicter la suite de mon intervention. Ça va? Donc, moi, si je sais que c'est des cours que je vais recevoir, ça va? Ben, pourquoi est-ce que je me fatigue à mettre iQueryable cours? Moi, si je veux une liste de cours ou une array list de cours, je vais définir le bon type de données et je vais faire le cast correctement de ce côté-ci. Mais on va parler de toutes ces choses ensemble aujourd'hui. Donc, c'est une petite parenthèse. Commençons pour de vrai. Donc, cette requête-là, tout le monde comprend ce que ça fait. C'est bon. Je vais la faire d'une seconde manière, si vous permettez. Ben, vérifions d'abord que ça marche. Ça va? Cette requête-là. Je vais juste me débarrasser de ça. Je vais venir ici et je vais nous faire ceci. Donc, iQueryable, c'est magnifique, mais ce n'est pas super à manipuler. Donc, je vais me créer ici un tableau de cours. Un tableau de cours que je vais appeler, tiens, TC, tableau de cours, égale res.to. Ben, je veux convertir mon iQueryable de cours en un tableau de quoi? En un tableau de cours. Donc, qu'est-ce qui va arriver ici? Je vais mettre un point d'arrêt juste là. Et donc, on va exécuter cette requête. On devrait avoir de l'information là-dedans. Cette information, on va la convertir à un tableau de cours et on va pouvoir aller inspecter un par un les cours qui sont dans notre tableau de cours. Donc ça, j'aime appeler ça du reverse SQL. Pourquoi? Ben parce que ça ressemble à du SQL, mais les choses sont placées à l'envers. Si c'était une requête SQL, je ferais select étoile from cours. Ça va? Vous comprenez pourquoi j'appelle ça du reverse SQL? C'est du link to SQL, mais c'est juste pour différencier les deux manières de faire du link to SQL. Le reverse SQL comparé aux expressions lambda. Donc, je vais exécuter cette histoire-là. Donc, je vais aller dans ma vue, je vais lancer le tout. Rappelons-nous que c'est ceci qu'on a comme information dans la base de données. On a 3 cours. Donc, donc éventuellement, let's go. C'est long. Parfait. Donc, si je regarde ici, ben, je vois que, regardez, il y a une requête qui a été créée pour moi. Tout le monde voit ce qu'il y a à l'écran? Si je mets mon curseur là, sur res, ben, je vois la requête SQL qui a été écrite, une requête paramétrée. Donc, select l'ID, le SIG, le titre, la description, from cours, etc., etc. Donc, c'est pas magique, là. On écrit du link to SQL et ça génère du SQL. Si je fouille dans cet objet-là, il y a beaucoup de choses dans cet objet-là. Mais si je fouille là-dedans, dans le paramètre Result View, ben, j'ai quoi? Ben, je vois bel et bien 3 cours. C'est bon signe, il y avait 3 cours dans ma base de données. Le premier, c'est les informations du premier cours. Le deuxième, les informations du deuxième cours. Le troisième, les informations du troisième cours. Mais ce n'est pas le fun à manipuler un iQueryable de cours. Voilà pourquoi je l'ai converti en un tableau de cours. Ça va? Donc, mon tableau de cours, je vais le prendre et je vais le mettre dans mon watch, juste ici. Et je vais faire un step over. Donc, j'ai maintenant un tableau de 3 cours qui est beaucoup plus facile à manipuler. Ça va? Ils sont là, mes cours. Ça va jusque-là? J'ai traumatisé personne, j'espère. C'est bon pour cette manipulation? Donc, moi, par contre, j'ai un petit problème avec ce genre de syntaxe. Je veux dire, regardez tout ce qu'on a écrit. On en a gaspillé des calories à écrire ça. Regardez ce que je vais faire. Donc, je vais prendre mon ami ici. Je vais le mettre en commentaire. Et juste en dessous, je vais faire ceci. var res égale.
DB et ma classe Link2SQL, point cours. Cours, là, ça me retourne une table de cours, non? OK. Donc, point cours, point virgule. Visual Studio a l'air pas mal content. Ça veut dire que probablement que ça compile cette affaire-là et ça me retourne quelque chose de significatif. Regardons le type de données. Ça me retourne une table de cours. Ouais. Tantôt, j'avais un iQueryable de cours. Là, j'ai une table de cours. Ben, une table de cours, ça contient quoi? Ça contient tous les cours qui m'intéressent. Ben, si je prenais cette table de cours et que je la convertissais en une array, j'aurais pas mal le même résultat que tantôt. J'aurais, dans chaque case de mon array, un cours. Et mon cours, avec ses getters et ses setters qui ont été générés automatiquement par la classe Link2SQL, je serais capable de récupérer et de modifier ce qu'il y a à l'intérieur. Tout le monde me suit jusque-là? C'est bon? Donc, je vais relancer ça, juste pour montrer que les deux syntaxes sont équivalentes, en fait, en termes de résultats. Et moi, personnellement, vous comprenez que je préfère la deuxième. Ça va? C'est pas que je suis paresseux, je suis efficace. Pourquoi taper 50 caractères qu'on peut en taper 8? Donc, ça nous a amené où, ça? Parfait. Donc, res, c'est une table de cours. On voit bien, c'est plus un iQueryable. Et si je l'éclate dans ResView, ben, regardez, j'ai les mêmes informations que tout à l'heure. Si je regarde dans mon tableau de cours TC, encore une fois, j'ai mes fameux premier, deuxième et troisième cours. Ça va pour tout le monde? Donc, si j'ai besoin de faire l'équivalent d'un select étoile from une table en particulier, ben, vous avez le choix, mes chers amis, eux et amis, entre faire ceci, ça va, et faire cela. Entre nous, ben, un employeur à qui vous dites que vous maîtrisez le ASP.MVC et le Link2SQL, ben, il va s'attendre à ce que vous fassiez l'option à la ligne 24. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, même si vous n'êtes pas d'accord, moi, c'est ce que je veux voir dans vos codes. C'est bon? Parfait. Maintenant, elle est un peu plate, cette requête. Ça va? Parce que, ben, c'est ça, elle est plate. Ça, c'est juste un select, c'est ça? Pas magnifique. Donc, rajoutons un peu de piment dans notre histoire. Là. Sélectionnons le cours, les cours qui contiennent MVC dans la description. Ça va? C'est un peu plus challenging. Disons. MVC dans la description. Ça va? Donc, essayons de faire ça. On va le faire de deux manières. Donc, je vais retourner avec mon reverse SQL. Donc, je vais remettre ça en commentaire. Remettre ça en commentaire. Et je vais travailler ici. OK. Donc, on va rajouter une clause. Une petite question. Where. Oui. Le fait, ce que tu as montré en bas, c'est la façon rapide de faire un select quand tu maîtrises ton Link2SQL. Ça, j'ai compris. Mais je voyais pas comment, justement, quand tu as dit où ce qui est écrit MVC, je voyais pas comment tu pourrais le faire sans retourner à ton reverse to SQL, comme tu l'appelles. C'est ce qu'on va faire dans 2 secondes. Je vais le faire des deux manières. Ah, ok, cool, vraiment cool. Cool, merci. N'oubliez pas que j'ai un lien télépathique avec vos cerveaux. Hein. Je sais d'avance que Ouais, j'ai vu ça, là. Donc, where C point, moi, ce qui m'intéresse, c'est la description. La description, point, contains. Ça va? Parce que c'est super. Je veux dire, description, c'est une string. On est d'accord, non? C'est un champ de type string. Et en C#, la classe string, ben, elle a une méthode contains qui regarde dans l'intérieur de la string si elle contient une sous-string. Donc, on n'a pas à se casser la tête à faire un algorithme complexe. Ben, c'est là pour nous. Donc, contains, et j'ai dit MVC. Hein? Donc, je vais faire ça comme ça. On va faire un petit guillemet et MVC. Et je pense que c'était écrit tout en majuscule ici, oui, MVC, tout en majuscule. Et c'est c'est le seul enregistrement qui contient MVC. Donc, mettons ça comme ça.
Là, je vais l'exécuter comme ça, mais ça, il y a un problème avec ça. Pourquoi? Parce que ça me retourne toujours un iQueryable de cours. Ça va? Ça va me retourner une espèce de liste dans laquelle je vais avoir un seul enregistrement. Mais ça me retourne quand même une liste. Pourquoi est-ce que je ne retournerai pas un seul cours? Parce que je sais que dans ce cas-ci, il y en a juste un. On va régler ce problème après. Ça va? Parce que de toute façon, si on vous retourne un tableau de cours qui ne contient qu'un seul cours, j'ose espérer qu'en 4e session, on sait comment accéder aux informations de ce cours unique à l'intérieur d'un tableau de cours. Ça va? Donc, vérifions que ça marche déjà, qu'on a récupéré juste le cours qui nous intéresse avec mon reverse SQL. Donc, s'il vous plaît, dites pas reverse SQL en entreprise. C'est juste un terme que j'utilise pour en entrevue. C'est juste un terme que j'utilise pour différencier cette syntaxe de la syntaxe avec les lambda que je suis en train de vouloir vous montrer. Et ça, en passant ici, c'est pas encore une expression lambda. C'est juste une manière raccourcie de faire un select. J'arrive au lambda sous peu. Donc, je vais relancer. Donc, ça ne va pas être long, ça va nous ramener à notre contrôleur. C'est bon. Donc, si je me mets ici, donc, je vois encore une fois la requête. Regardez au bout de ma requête. C'est plate, là, je ne peux pas faire de print screen, mais ça finit par un like. Ça va, tout le monde voit ça? Tout le monde voit ma requête? Oui, oui, oui. Like avec un A commercial P. Un A commercial en A2.net, ça venait de où? C'est qu'on faisait des requêtes paramétrées, n'est-ce pas? Donc, c'est une requête. Ça vous prouve que c'est du A2.net qui est en train de s'exécuter en dessous de la couverture ici. Donc, et si je fouille, dans mon résultat, j'ai un seul cours, mais dans la case 0 de mon iQueryable de cours, donc lui, il m'a quand même envoyé un tableau. C'est juste que c'est un tableau d'un élément. Et ça a l'ID 2, ASP2, on a la description. Donc, c'est bel et bien le cours qui nous intéressait, là. AT2, ASP2, etc., etc. Et je vais continuer. Donc, je l'ai converti ici en un tableau de cours qui n'a qu'une seule case. J'ai pris beaucoup de mémoire pour rien, là, parce que j'ai un tableau de une case de type court au lieu d'avoir juste une variable de type court. Mais essayons d'abord de faire la même chose avec une expression lambda et ensuite réglons le problème du tableau. Essayons d'avoir le cours directement, tout seul. Ça va pour tout le monde? Donc, je vais stopper. Je vais commenter pour qu'il soit là, pour qu'on le voit. Je vais décommenter ici et je vais faire ceci. Regardez bien. Donc, Jonathan, voici la réponse à ta question. Point. Simon. Simon, j'ai dit avant toi. Simon. Donc, excuse-moi. Donc, point. On a toutes sortes de méthodes plus intéressantes les unes que les autres là-dedans. Mais ce qui va m'intéresser, c'est la suivante. Where. Where, c'est super pour faire une recherche, non? Where. Et là-dedans, je vais créer une expression lambda. Donc, ça nous prend un nom de variable dummy. Marianne, c'est quoi ta lettre préférée de l'alphabet? A. A. Oui. A. A. Donc, mon égal tiret, c'est un lambda. Vous avez déjà vu ça quelque part en Node, à moins que je me trompe. Ça va? Ouais, Au en lieu d'écrire React tout le aussi, temps- puis en Angular. Magnifique. Donc, vous comprenez que les expressions lambda, ça existe dans toutes les nouvelles versions de tous les langages de programmation qui se respectent. Mais dépendamment du langage, ça va être utilisé pour des manipulations différentes. Ici, on va s'en servir pour l'accès aux bases de données. Donc, A, c'est ma variable dummy, en fait, un peu comme le C que je mets ici. Et que ce que je veux faire sur A, on testait le champ description. Donc,
A point. Regardez, ils sont tous là. Cours ID, description, etc., etc. Donc, je vais choisir description. Qu'est-ce que je cherche sur la description? Point contains. Point contains quoi? Ben, point contains... hein? Fait que le A, ça aurait pu être Toto, puis après ça aurait été une flèche Toto.disque, c'est ça? C'est toi qui Exactement. décide qu'est-ce que c'est. Ok, parfait. Exactement. Tout comme ici, c'est moi qui décidais ce que je voulais. Et regardez bien, qu'est-ce que ça me retourne? Un iQueryable de cours. Donc, ça qu'on avait en haut ici, vous savez quoi? Je vais faire res 1, juste pour que ça ne me donne pas d'erreur. Et ici, j'ai res 1. Donc, ça, un iQueryable de cours, un iQueryable de cours. Donc, ces deux requêtes sont tout à fait équivalentes. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus utilisé en entreprise? Évidemment, vous aurez compris que c'est ça. Pas parce que c'est meilleur, hein, c'est parce que ça fait plus techno. Bon, en fait, je ne sais pas vraiment c'est quoi la raison. Hein. En fait, oui, c'est que on va faire des requêtes de plus en plus poussées et vous allez vous rendre compte qu'avec cette syntaxe, une requête, par exemple, qu'on veut faire une requête multiple, une requête sur plusieurs tables. Par exemple, si on avait un inner joint ou un outer joint sur plusieurs tables, ça va être assez long et complexe à écrire avec cette forme-là, alors que ça va être très simple à écrire avec ce genre de requête. Donc, je vais introduire ce genre de requête petit à petit là, au fur et à mesure qu'on avance cette session. Mais, testons ceci, si vous permettez. Donc, je vais mettre, je vais laisser les deux. Je vais juste mettre ici. Fait que dans le fond, Fernand, quand que le gars il se log, puis là il arrive sur sa page home pour ses cours, c'est comme ça un peu qu'on va chercher, exemple, je sais pas moi, le gars, son niveau d'éducation, c'est secondaire, ben, en allant chercher tous les cours qui est écrit secondaire dedans, avec le contain, tu vas capable de Exactement. sortir ses cours. Exactement. Ok. Donc, Merci. et comme je dis, ici, on pourrait faire comme ça ou on pourrait le faire comme ça. Il n'y a pas vraiment de différence. Et là, je prends la peine de convertir ça en tableau, ce qui fait que si je voulais le passer en paramètre à Return View, je devrais déclarer une array de cours. Mais très souvent, ce qu'on va déclarer, on va déclarer directement un iQueryable de cours comme modèle dans la vue correspondante. Ça va? Ce que je vais faire tout à l'heure. Donc là, si vous remarquez, j'étais tanné de commenter, décommenter. Donc, j'ai laissé la première version, j'ai laissé la deuxième version, j'ai juste créé un tableau pour la première version, un tableau pour la deuxième version, juste pour qu'on puisse comparer que ça donne la même chose. Ça va? Donc, je vais lancer, je vais mettre mon point d'arrêt ici. Fait. Je vais juste prendre la peine de rajouter mon TC1 dans mon watch. On va exécuter. Donc, on voit que dans les deux cas, j'ai juste un élément. Et dans les deux cas, si je remonte, j'éclate ce que j'ai reçu avec la première forme de Link2SQL. J'éclate ce que j'ai reçu avec la deuxième forme de Link2SQL. Les deux requêtes sont équivalentes. Ça va? Donc, je vais faire encore un ou deux petites variations de select. On s'entend que je pourrais en faire des milliers différents, là, mais je veux juste vous donner l'idée aujourd'hui. Et on en fera toute la session de toute façon. Mais celles que je suis en train de vous donner ben, sont pas mal le genre de requêtes qui vont vous servir pour notre labo, pour notre sprint 2. Question. Si on le fait autrement, est-ce que tu vas nous exiger de le recommencer comme ça? Non. Parfait, merci. Non, mais dans un examen, je vais demander à ce que vous maîtrisiez toutes les versions que j'ai montrées. Ça va? Ça. Mais une fois que c'est montré, ben, je m'attends à ce que dans les prochaines itérations, vous utilisez la syntaxe qui est plus professionnelle. Pas de problème. Donc, et comme je dis, c'est pas un manque ou quoi que ce soit. Personnellement, quand je commence à parler du Link2SQL, je présente toujours ça en premier parce que c'est proche du SQL.
Donc, c'est beaucoup plus simple pour les étudiants de faire le lien entre cette nouvelle syntaxe et ce qu'ils savaient déjà faire. Et l'évolution naturelle, c'est de tomber ici. Donc, voilà. Donc là, une sélection, ben, très souvent, ce n'est pas basé sur un seul critère. Ça va? On s'entend. Donc, retournons observer nos data. Moi, disons que je veux bon, déjà, réglons un problème, si vous permettez. Déjà, réglons un problème, si vous permettez, parce que moi, ce qui me fatigue, là, c'est que je suis encore en train de niaiser avec des tableaux présentement. Ça va? J'en veux pas de tableaux. Je sais que, quoique, ouais, pour l'instant, les tableaux, ils font du sens parce que MVC, il pourra avoir plusieurs cours qui contiennent MVC. On est d'accord là-dessus? Si on cherchait par rapport à l'ID, là, ce serait un peu plate de retourner un tableau qui ne contient qu'un seul élément, mais on est sûr qu'il va avoir juste un, 0 ou un seul élément parce que l'ID est supposée être unique. Donc, si vous permettez, je vais modifier mes deux requêtes quelques secondes pour qu'on cherche par rapport à un ID en particulier. Donc, notre ID, là, c'est l'ID 2, par exemple, ici, que je vais viser. Where C.cours ID égal et non un seul égal, parce qu'un seul égal, c'est une assignation. On veut faire une comparaison, erreur standard que les gens font en Link2SQL. Donc, je vais mettre un magnifique 2 ici. Je sais que c'est un seul élément, mais ça va quand même me retourner un tableau. Et ici en bas, ici, ben, Core ID, c'est juste comme une fonction du Link2SQL à cause que tu l'as linké, ça va te donner cette option-là, c'est ça? ID, c'est pas une fonction, c'est une propriété. Si je retourne sur mon DBML Je veux dire la ici, propriété, ouais, excuse. donc le champ, excusez-moi si je suis fatigué avec ça, là, mais c'est Core important pour le ID. vocabulaire. OK. Donc, dans la table, on avait le champ Cours ID qui était la clé primaire. Quand on l'a mis dans notre DBML Link2SQL, ça a créé une classe avec la propriété Cours ID. Donc, c'est normal que J'ai lorsqu'on est compris, c'est entré parce que je pensais que c'était juste ID, puis à cause que c'était nommé cours, j'étais confus à cause que les deux étaient collés. Je me suis dit, aïe, j'ai dû manquer de quoi? Mais je comprends, c'est ta propriété de ta table qui s'appelle cours ID. Super, excuse-moi. je vais te reprendre, juste pour être clair, c'est la propriété de l'objet cours. Ça va? Parce qu'une propriété, ça va avec une classe, avec un objet. Donc, cours ID est la propriété de l'objet cours qui a été généré à partir de la table cours. Juste parce que je vais être strict sur le vocabulaire. Parfait. Non, je comprends très bien. Excuse-moi. Non, c'est des bonnes interventions, hein, Simon. Ça me permet de préciser la matière, donc il n'y a pas de trouble du tout. Donc, cours ID égal, et j'ai dit 2. Donc, dans les deux cas, on va avoir le même résultat. Je vais l'exécuter quand même, ça va, juste pour que ce soit validé. Okay. Donc, sautons par-dessus. Et encore une fois, 1, comme vous voyez. Donc, les deux requêtes ont donné la même chose. Et si je vais vous montrer quelle est cette chose. Oh, oups. Je fais une bêtise. Allez, Vijos. Ah, mon Dieu. D'accord. Laissons mon ordinateur se remettre de ses émotions. J'ai un petit écran noir présentement, ça ne devrait pas être trop long. Oui, je souffre. Moi aussi, sur mon portable, il souffre quand mon portable n'est pas plugué dans le mur. C'est un peu weird. On dirait qu'il tire du jus là, en malade. Visual Studio a tellement souffert qu'il a redémarré. Okay, ça ne devrait pas être long. Excusez-moi pour ça. Fait qu'en gros, avec l'opération lambda, ça va toujours être db.cours, dans le fond, ton objet, point la table, point where, puis là, c'est dans l'expression lambda que tu vas dire d'aller chercher la propriété de l'objet
De la table, c'est ça? Ouais, mais donc on va commencer par des requêtes simples, mais ça va se complexifier quand même assez rapidement là, parce qu'on sait que en base de données, je donnais l'exemple par exemple tout à l'heure, si je veux faire une requête sur deux tables, une requête avec des jointures, on sait comment le faire en SQL. Je suis pas sûr que vous avez vu comment le faire en link to SQL avec la forme renversée. Donc je vais le montrer en temps et lieu. Et je vais montrer aussi comment le faire avec les expressions lambda. Parce que si vous dites que vous connaissez une technologie, c'est important de connaître toutes les variations. Mais une fois que j'aurai montré comment le faire avec les expressions lambda, on va rester sur les expressions lambda. Ça n'existe pas pour rien. C'est parce que c'est plus efficace, plus rapide et ça prend moins de lignes de code. Mais je vais quand même passer à travers tout. Je ne vais pas faire un cours au complet juste de link to SQL parce que c'est trop. Mais de semaine en semaine, quand la structure de notre base de données le nécessite, voici comment on fait telle requête dans la forme renversée, voici comment on l'a fait avec les expressions lambda. Donc, d'ici la fin de la session, vous allez être complètement à l'aise. En tout cas, c'est mon but. Je vais être honnête avec toi, je crois pas qu'en SQL, on a vu comment faire des requêtes liées aux conjointes. En link, en SQL de base. Je crois pas qu'on l'ait vu, c'est ça que je te dis. OK, on va le voir. Parfait. Est-ce que ça m'a sauvegardé? Ça m'a sauvegardé mon code. OK. Donc, OK. Donc, on avait prouvé ici que ces deux requêtes-là donnaient la même chose, mais moi, je suis fatigué de recevoir des tableaux de cours avec un seul élément. Je le sais que c'est juste un cours qui a l'ID 2, donc pourquoi est-ce que je ne récupérerais pas tout de suite un cours? Donc, je vais le faire sur les deux requêtes simultanément. Donc, regardez, mon var qui est ici, je vais m'en débarrasser. Je vais le transformer en cours. Ça va? Et là, évidemment, Visual Studio n'est pas content parce que lui, il sait que cette requête-là, ça retourne un iQueryable de cours, mais moi, je demande un cours. Donc, il faut que je lui spécifie que cette requête-là, je m'attends à recevoir un seul objet. Ça va? S'il ne trouve pas d'objet, il va me retourner un objet nul. Ça va? Donc, single, ça veut dire un objet. Mais si l'objet ne contient rien, ça va générer une exception. Donc, moi, je prends toujours single or default et il va me retourner un objet. Mais un objet de quel type? De type court. Juste ici. Voilà. Donc, single court, ça veut dire retourne-moi un cours qui correspond à mes critères de sélection. S'il ne trouve pas de cours, il va générer une exception. Mais si je fais single or default, donc s'il ne trouve pas de cours qui correspond à mon critère de sélection, il va me retourner un objet de type cours, mais cet objet-là va être nul. Donc ça va me retourner un seul cours dans la variable res, et ça va être le cours qui a l'ID 2. Je vais faire la même chose. Donc, ça veut dire que je n'ai plus besoin de mon tableau de cours ici, parce que je vais recevoir le cours directement. Je vais faire la même chose avec ma seconde requête, qui pour l'instant me retourne un iQueryable. Donc, je vais venir encore une fois ici faire cours. Et à partir de là, je vais faire un point, encore une fois, single or default. Je m'attends à recevoir quoi? Un cours. Bingo! Et je n'ai donc plus besoin de mon deuxième tableau. Je vais mettre un point d'arrêt ici, exécutons et vérifions que j'ai bien un cours là, j'ai bien un cours là et que c'est le même cours. Je n'ai plus de tableau de cours qui m'est retourné. J'ai, comme on le voit ici, un cours unique. Ça va? Donc, je vais lancer le tout. Et on va prendre une première pause là-dessus. Ça fait quand même 1h20 que vous subissez ce supplice. Écoute, c'est pas un supplice.
C'est le fun, le Link Donc, to SQL, c'est vrai. une erreur. Ah, ok, c'est bon, je sais pourquoi. Mon truc a planté tout à l'heure, ce qui fait que la connexion, sûrement, ouais, ça doit être ça qui s'est passé. Donc, donnez-moi juste 2 secondes parce que mon Visual Studio a planté tantôt. Ok, je pense que c'était juste ça le problème. Mon contrôleur. Oh, je pense qu'il faut que tu reglisses tes tables dans ton DBML, Fernand. Ouais, c'est ça. Visual Studio m'a joué. Ouais, il a comme effacé ton. Je pense qu'il faut que tu l'effaces direct. Ça m'est déjà arrivé. Dans ton solution Explorer, tu enlèves ton DBML au complet, puis tu fais juste en recréer une autre, tu reglisses tes tables. Il faut juste que tu le nommes de la même façon, puis ça va Vous rien voyez qu'est-ce changer. qui arrive quand c'est ça, quand on laisse Visual Studio faire tout le travail à notre place. Donc, je vais le recréer. Je l'avais appelé Toto Gateway. Donc, je vais juste refaire ça rapidement. Add. Allez. Allez. Donc, data, link to SQL, add. Évidemment, brillant comme je suis, je n'ai pas versionné mon projet aujourd'hui. Parce que si je l'avais versionné, tout ce que j'aurais eu à faire, vous comprenez la suite de ma phrase. Donc, je vais mettre ça ici. Et en passant, ça s'appelle cours, mais si je veux, à travers le panneau de propriété, je peux aller changer le nom que ça. Je ne suis pas obligé de rester coincé avec le nom par défaut que Visual Studio me donne. Mais je ne voulais pas rentrer dans toutes les variantes aujourd'hui, donc on y reviendra en temps et lieu. Donc, je vais mettre nos 2 amis ici. C'est bon. On va sauver. On va juste rebuild pour être sûr que ça resynchronise le tout. Et on devrait être en business. OK, c'est bon. OK, relançons. Ça devrait être. Ou non. Ouais, je pense qu'il a vraiment pas aimé mon plantage de tout à l'heure. OK, donc on va en profiter justement. Là-dessus, on va prendre le break. Comme ça va me permettre de cleaner tout le projet et on va redémarrer en revenant du break avec ceci. Là. Ça va comment filtrer pour n'avoir qu'un seul objet au lieu d'être obligé de récupérer un tableau et à partir du tableau faire quelque chose d'autre. C'est bon pour tout le monde? Yes, sir. Good. Donc, il est E20, revenons à E40, s'il vous plaît. Parfait? Super. Ok. À tout. À tout.